Deuxièmement, merci pour l'invitation. Je ne suis ni légitime ni expert dans la transmission du savoir de ce que l'on a vu, qui semble être le plus important dans notre quotidien et dans l'acte chirurgical, puisque c'est le cognitif. Je n'ai pas fait de burn-out, pas encore, mais j'ai fait des erreurs. Tout le monde aurait pu être à ma place pour donner peut-être sa façon de faire et de regarder cette problématique. Alors comme c'est une réunion scientifique, je dois déclarer mes liens d'intérêt, mais chaque fois que je le fais, je déclare mes liens d'amitié. Je voudrais remercier l'Académie et ses humains, en particulier Philippe Maret, et je pense toujours, quand je viens à l'Académie, à Philippe Vichard, mon maître, qui m'a envoyé dans cette compagnie. Je voudrais remercier Michel de m'avoir confié cette mission délicate mais passionnante. Et puis bien sûr Bertrand, que j'admire et je connais depuis longtemps pour son énergie cachée et son double fond que l'on arrive toujours à reconnaître. Enfin, l'école de Montpellier, c'est très important pour moi d'être ici parce que c'est le cœur de tout. Et puis ce matin, en marchant, j'ai vu qu'il y avait une faculté d'éducation. C'est pas partout qu'il y a marqué faculté d'éducation, donc c'est chouette. Je crois que la chirurgie, c'est une quête d'excellence. Vous le savez bien, puisque vous êtes chirurgien, et j'ai appris des choses tout ce matin. C'est une quête d'excellence que résume cette formule. Cette formule, vous la connaissez sans doute. 1/2 de décision égale bordel au carré. C'est un économiste qui l'a dit, puis c'était le VP d'Avas Monde. Alors, la chirurgie, ça nous oblige à ne pas rouler à contresens. Et on espère que chacun de nos élèves aura et saura s'approprier cette rigueur. Cependant, les méthodes pédagogiques qui ont vu le jour au fil du temps ont beaucoup évolué. En 1990, on demandait cela aux étudiants. En 1995, les choses étaient plus simples. On demandait aux étudiants de calculer l'aire de cette figure. La figure était plus simple. 5 ans plus tard, on simplifiait les choses et on amenait les crocs en proposant des solutions à nos jeunes collègues. 5 années plus tard, le QCM arrive et ayant été dans la mission ministérielle pendant 5 ans pour transformer l'ECN en Océanie, j'ai beaucoup appris, j'ai été assez meurtri. Néanmoins, ça n'était pas assez. En 2010, il fallait encore simplifier puisque c'était trop dur. Trop dur, on a entendu répéter, mais on a vu que la sortie du film Hippocrate a déclenché une campagne de presse contre la première année. C'est trop dur. Mais finalement, c'est encore trop dur, puisque vous voyez qu'en 2017, si cela ne te gêne pas, colorie le rectangle dans une couleur de ton choix, sinon fais ce que tu veux, mais en respectant les lois de la République. Nous sommes confrontés à ce petit problème alors que nous avons un métier difficile à apprendre. Métier difficile à apprendre, mais comme on le sait, le problème n'est pas technique. Vous connaissez aussi ces deux formules. Ces deux formules, c'est la qualité ressentie par le patient est une fonction de la technique, de la relation et de l'information, tout comme l'information qui est une fonction de l'attention et du temps, comme le dit Michel Ninou, chirurgien de la main à Lyon. Si un des facteurs est nul, le produit est nul. Alors effectivement, il faut regarder un peu derrière nous. Je vais vous parler du savoir-faire et du savoir-être. C'est une belle mission. Le problème, c'est que l'interne ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Il hésite surtout à demander quand il ne sait pas. On a le problème avec les faces socles. Il n'a pas la maîtrise. Et puis il écoute ses propres scénarios. Il n'écoute absolument pas les consignes, ne s'approprie pas les règles. C'est le bordel. Je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant. Et puis il a un problème de finalité après celui de la maîtrise et de l'autonomie. Il a un problème de finalité. Il ne voit pas la chance qu'il a d'être ici. Contrairement à Kaboul, il ne voit pas la chance qu'il a de fabriquer un futur où ses doigts vont le libérer. Il ne voit pas qu'il travaille pour quelque chose de plus grand que lui. Alors pourquoi je vous parle de la maîtrise, de l'autonomie, de la finalité? Parce que c'est le bien-être. Le bien-être est une fonction de ces trois outils, la maîtrise, l'autonomie, et puis quelque chose de plus grand que nous. Tout ça a été publié, et donc si on le sait, on ne peut plus faire sans. Et puis surtout, il y a la zone, concept que l'on voit apparaître dans le sport. Csikszentmihalyi a bien montré sur des milliers d'humains que
En fait, quand on était heureux, c'était parce qu'on nous demandait de faire quelque chose d'un peu dur qui dépassait un petit peu notre compétence, sinon on s'emmerdait. Si c'est trop facile, on s'emmerde, si c'est trop dur, on a peur. C'est ce diagramme en français un peu plus simple à comprendre. Notre plaisir va venir quand on va être au milieu, dans cette zone où ce que l'on nous demande de faire est un peu plus difficile que ce que l'on sait faire. Ça n'est pas gagner beaucoup d'argent ou avoir du temps libre, c'est être dans la zone. Et justement, il a décrit quelque chose qui ressemble à la chirurgie. Nous entrons dans la zone quand nous réalisons quelque chose qui est un petit défi, on se concentre pour le faire, la cible est claire, il y a une rétroaction immédiate quand ça saigne, c'est clair. L'engagement de l'individu, nous, est profond, il n'y a pas de distraction, l'IBOD, l'IAD, l'anesthésiste peuvent gicler, on s'en fiche. La personne exerce un contrôle, la préoccupation de soi disparaît, la durée du temps est altérée. Nous sommes en pleine chirurgie, quand nous opérons, nous sommes dans la zone. Passons en revue avant de conclure les 3 domaines du bien-être, la maîtrise, l'autonomie et la finalité. Suis-je capable, se demande l'interne quand il arrive. Je vais vous montrer que non, mais oui. Bon, alors, c'est pas difficile de faire un geste technique, ça a été démontré ce matin, le psychomoteur est faible, tout ça est connu. Ça n'est pas ce qui est difficile en chirurgie que d'opérer. Pour cela, il va falloir s'entraîner. La culture du sport nous a appris comment faire, et notamment le jeu. Le jeu est une façon de s'entraîner sans compter son temps. Le collectionneur de timbres se couche à 4 heures du matin. Chérie, viens te coucher, la passion l'anime. Comment voulons-nous faire cohabiter les 48 heures de travail à l'hôpital et la pratique délibérée? Une amputation de main ne prend pas rendez-vous, elle arrive le samedi à 2 heures du matin. Jouons avec nos internes, pas à les rendre fous, mais à les rendre acceptables et s'accepter à échouer. Comment raisonner? Parce que c'est ça qui nous manque. Nous n'avons pas appris à raisonner. Je vous en prie, lisons ces livres ensemble pour les donner à lire à nos internes. Ce livre est offert par Bill Gates à tous les étudiants en médecine. Dans ce livre, on s'aperçoit qu'on croit que le monde est très noir, c'est faux. Lisons ces 2 livres de 2 équipes de chercheurs concurrentes. L'intuition, on n'a pas besoin de réfléchir pour avoir raison quand les variables choisies sont lourdes. Et puis enfin, le système 1, système 2, vous connaissez sans doute ce livre. Si nous avons beaucoup de temps pour résoudre un problème difficile, les experts sont meilleurs que nous. Mais si nous n'en avons pas beaucoup de temps, comme on l'a entendu tout à l'heure, l'intuition est la meilleure. Ayons des automatismes, répétons-les pour les apprendre. 2 livres très récents, que je n'ai pas encore réussi à finir, vont dans le même sens. Il faut que nos internes apprennent l'intuition et les répétitions pour avoir des automatismes. Mais la résolution des problèmes est une fonction de nos vécus sociaux. Résoudre les problèmes dépend de notre éducation. Certains ont des solutions très simples. Dans d'autres zones, c'est en buvant de l'eau chaude qu'on résout les problèmes. Et puis, vous le savez, en France, quand on a un problème, il n'y a pas de solution, c'est des problèmes. Donc, il faut avoir un contrôle sur les outils socio-éducatifs. Et puis, enfin, on ne nous a pas appris non plus à résoudre les problèmes. Mais c'est très simple pour résoudre un problème, que ce soit un problème de chirurgie, un problème d'organisation, un problème de sexe, un problème d'argent ou un problème de couple. La première des phases, c'est de décrire la situation et de la définir. Et la deuxième, c'est comment on aggrave la situation. Alors si c'est de continuer, on a déjà beaucoup avancé. Mais on ne nous a pas appris cela, et je vous engage à lire les travaux de Giorgio Nardone et de l'école de Palo Alto. Parce que, à la fin, on veut savoir pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Nous sommes des chirurgiens comme cet artisan, seul. Nous travaillons, concentrés, nous sommes dans la zone sans doute, mais malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme on le voudrait. La solitude ressentie, alors, et vous allez le voir, dans ce petit moment et ce regard, nous l'avons vécu.
Et pourtant, savoir pourquoi ça marche et comment ça ne marche pas, c'est quelque chose de culturel dans bien des corps de métier. Il faut se l'approprier. Maintenant, la RMM nous le permet. Toutes les 6 semaines, nous pouvons faire une RMM. C'est ce que je fais dans le service. Je me demande aux étudiants de nous montrer tous les cas de décès et de complications, c'est-à-dire en orthopédie de patients réopérés. On n'est pas chez Franck Provost, on ne fait pas de retouches en orthopédie a priori. Donc les étudiants, toutes les 6 semaines, me montrent les morts et les patients réopérés. Un jour, un étudiant m'a demandé « J'ai pas de mort ». Je lui ai dit « Tu n'es pas validé ». C'est tout. Il m'a dit « C'est pas vrai ». Je lui ai dit « Non, c'est pas vrai ». En fait, ce que l'on veut, c'est apprendre nos étudiants et nos internes à poser une indication, et quand on est interne, on apprend le « y a-t-il quelque chose à opérer ou pour opérer ?» le diagnostic et le traitement. Quand on devient chef, on apprend « y a-t-il quelqu'un à opérer et y a-t-il quelqu'un pour opérer ? Suis-je capable ?» Il ne faut pas oublier, en orthopédie notamment, le « est-ce le bon moment pour opérer ?» En contrôlant ces 3 dimensions de la décision, on va avancer, transmettons-le à nos étudiants. Et puis, on a quand même un élément dans la maîtrise très perturbant depuis 10-15 ans, c'est l'informatique. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était mieux avec le papier et le papyrus. Mais l'informatique, malgré tout, ne nous rend pas le temps qu'on y passe. Et l'informatique nous permet de tracer des conneries, mais au moins on trace. L'informatique, c'est un peu ça encore, hein, avec tout le respect que j'ai pour ce robot. Donc malheureusement, l'informatique nous permet de tracer, nous prend beaucoup de temps et c'est ennuyeux dans la maîtrise. C'est pour cela que je crois qu'il nous faudra 2 chirurgiens pour remplacer un des chirurgiens qui part. Enfin, Paul Václavic l'avait dit, quand un peuple envahit un autre peuple, il doit parler sa langue. Nous avons donc créé des esclaves, l'informatique, mais nous parlons son langage, nous parlons en 0,1, nous nous déshumanisons. Attention à la machine. Que faire avec nos internes? Des cas cliniques où on va leur demander « aggrave-moi la situation. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire, dis-moi comment tu tues le patient. » Qu'est-ce que je fais moi? Des cours particuliers de chirurgie grâce au laboratoire d'anatomie. Je lui demande de faire 5 opérations, simples, le canal carpien, et puis je lui crée une complication. Le jeu, la simulation. L'autonomie, se connaître. Se connaître, c'est est-ce qu'on a demandé à nos internes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as peur, de quoi tu as peur, tu te connais un peu? Parce que se connaître, c'est important, parce que ça va permettre de lui apprendre à se fixer des objectifs. Qu'est-ce que tu viens foutre ce matin? T'as pensé à ça? Tu veux juste te barrer? Non, oui. Je crois qu'il faut se connaître, et sans faire de l'astrologie, je crois que vous devez aussi connaître si vous êtes plutôt du matin ou du soir. 15% de la population est du matin. Ce sont ces gens-là. 15% des gens sont du soir, ce sont ces gens-là. Les gens du matin sont meilleurs en tâches cartésiennes le matin et les hiboux sont meilleurs en tâches cartésiennes le soir. C'est important de savoir, puisqu'il y a un cycle. C'est une courbe. C'est entre 14 et 15 heures qu'on est le moins vigilant. C'est entre 50 et 54 ans qu'on a le moins cette sensation de bien-être. On ne nous l'a jamais dit. Entre 14 et 15, on opère des fois. Alors vous voyez, entre 14 et 15, il y a tout ça dans le monde médical. Tout ça a été rapporté par Daniel Pink. Il y a 3 fois plus de chances de recevoir une dose mortelle d'anesthésie. Si vous faites opérer, vous risquez de mourir un peu plus que les autres. Si vous faites opérer entre 2 et 3. C'est dommage si on l'avait su. Et puis peut-être qu'un jour, il va falloir apprendre aux gens à méditer. S'il y a un livre où j'ai compris comment méditer, c'était celui-là. Un élément parasite, c'est qu'en fait, on nous demande de faire plus, alors qu'on voudrait faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos internes sur l'autonomie? Découvre-toi. Attention, tu n'es pas habillé comme quelqu'un qui va soigner un autre. Aujourd'hui, on doit rappeler aux internes de ne pas mettre leurs films sur Instagram qu'ils ont pris dans une chambre. On doit rappeler aux étudiants et aux internes comment ils doivent s'habiller, sans porter forcément 3 pièces. On doit rappeler des règles simples. Je pensais ne pas avoir à le faire et pourtant, il faut se résoudre à la réalité. Qu'est-ce que transmettre à nos internes? Que tout ce qu'ils doivent apprendre, c'est pour le transmettre à leurs patients. Enfin, pour terminer, la finalité. La finalité, c'est ces questions-là. De qui suis-je l'agent, à qui appartient le corps, mais est-ce que je sers vraiment une grande cause? Je crois qu'il faut apprendre avant tout à travailler en groupe. Et on n'a pas besoin d'être amis, on a besoin d'être unis. Travailler en groupe, je vous encourage à lire ce magnifique livre sur la tribu. Dès qu'on a plus de 8, on a un fonctionnement en tribu. Alors, il y a des règles qui sont visibles avec le langage. Et on voit que tant qu'on est au niveau 1, 2 ou 3, on ne produit rien. Le groupe n'apporte rien à l'individu. Le niveau 1, c'est le gang de rue.
Le niveau 2, ma vie craint, c'est souvent les services de DRH ou les comptables. On le trouve rarement quand même. Le niveau 3, c'est la majorité des systèmes sociaux en médecine, dans le droit, dans les entreprises. C'est je suis fort mais pas eux, je suis bon mais pas eux, j'ai trop de boulot, moi, je suis entouré de nazes. Quand je reviens de vacances, il faut reprendre tout le boulot. Je suis fort mais pas eux. À ce niveau-là, le groupe n'apporte rien aux individus. C'est en passant au niveau 4 et 5 qu'on va apporter à l'individu. Nous sommes forts mais pas eux, il y a une identité, chacun à sa place. Et puis la vie est belle, c'est les modèles de champions en NBA ou les équipes olympiques. Si nos services peuvent arriver à rentrer dans les zones 4 et 5, nous sommes forts mais pas eux. Ou bien la vie est belle, on aura gagné. Lisez Dave Logan et faites-le lire puisque vous êtes des leaders. Mais qu'est-ce que je maîtrise? Eh bien, je crois qu'on a à se poser ces questions quand on arrive dans un service. Parce que finalement, quand est-ce qu'on va craquer, qu'on va aller au burn-out? Ben parce qu'on a une quantité incontrôlable de tâches à effectuer qu'on n'a pas choisies, et on perd la maîtrise et l'autonomie. Et puis en plus, on se trouve confronté à quelque chose qui n'est plus grand que nous. On a perdu la valeur, il y a un conflit de valeurs. Voilà ce que c'est le burn-out. C'est pas une dépression, c'est une flamme qui nous brûle. Ma femme est devenue médecin du travail, elle était hépatologue, j'ai beaucoup appris. Alors c'est quoi le burn-out? C'est ça. On est cuit. C'est pas ça le burn-out, hein? C'est pas ça du tout. Le burn-out, c'est ça. D'habitude, on est capable. Le taux de burn-out est significatif puisqu'un tiers des soignants dans le monde médico-chirurgical est atteint. Quand on a un burn-out et qu'on soigne, on va diminuer notre qualité de soins et on va augmenter notre risque d'erreur médicale. Bien sûr, tout ça est fonction de facteurs intrinsèques importants. Et quand on devient vieux et qu'on est chirurgien, c'est là qu'on accumule les conneries, surtout quand on change de vie et de partenaire. Il est démontré par les organismes assureurs qu'à 60 ans, un chirurgien qui change de vie va prendre des gros caramels parce qu'il ne connaît plus les nouvelles règles. Malheureusement, nos plus jeunes des collègues ont aussi à souffrir du burn-out. Nous avions mené une étude, tout à fait par hasard, dans le service, parce qu'un interne, il a le droit de refuser une fois un travail que je lui donne, m'avait dit « je veux travailler sur le burn-out ». Une question d'autobiographie? Non. Et il avait fait cette étude magnifique. Alors vous voyez que 22% des collègues ont répondu en France. L'aspect le plus gratifiant, c'était les patients qui étaient là pour nous dire merci. Mais il y avait une pression. Quand on comparait le secteur privé et public, le secteur privé travaillait plus, mais le harcèlement au travail était plus important dans le public. Quand on comparait le secteur public et privé, on voyait que finalement, c'était dans le public qu'on ne travaillait plus pour quelque chose de plus grand que nous. Et puis quand on comparait les jeunes et les vieux, on voyait déjà que les jeunes n'étaient sans doute pas forcément à leur place, peut-être trop jeunes, mauvais choix, en tout cas, il y avait de la souffrance. Je crois que si on veut contrôler le burn-out, il faut contrôler les facteurs intrinsèques et l'organisation de travail. Il y a des plateformes de soutien. La chirurgie est un métier formidable, je rejoins Fabrice, mais il faut avoir la maîtrise, l'autonomie et la finalité. On rentre dans la zone de certains jours, certaines fois, mais je crois qu'il faut rester humble et humain. Rapprochons-nous finalement de l'effet qu'on doit produire, mais si nous sommes tous et toutes là, c'est qu'on est tous des déglingos. Moins on a d'idées, plus on y tient. J'ai déjà appris plein de choses aujourd'hui. Traitons les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pouvaient être et nous les aiderons à devenir ce qu'ils sont capables d'être. Nous avons vraiment beaucoup de travail. Je vous remercie encore pour cette journée extraordinaire. Merci beaucoup.